Le 16 et 17 janvier 2026, notre nation commémore une fois de plus le combat et les sacrifices des deux de ses dignes fils, nos héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Ces tremplins mémoriels n'ankylosent pas seulement des simples dates sur un calendrier. Ce sont des plaies ouvertes dans la chair de la nation. Ce sont des larmes gravées dans l'histoire. Ce sont des sentiments trahis. Ces jours-là, les 16 et les 17 janvier, à des années différentes bien sûr, le Congo a perdu deux géants. Pas des simples hommes politiques, mais des symboles vivants des ruptures historiques avec un passé peu glorieux et déliquescent. Des cris de liberté lancés au monde. Ils ont osé dire non. Non à l'humiliation, non à la soumission, non au Congo éternellement à genoux. Et pour ce courage, ils ont payé les prix du sang. Patrice Emery Lumumba nous a appris que la dignité n'est pas négociable, qu'un peuple n'est pas à vendre, qu'un Congo libre ne se mendie pas, il se conquiert. M. Kabila nous a appris que la souveraineté se défend, que la liberté a un prix et que parfois, il faut briser les chaînes pour remettre le peuple au centre de l'histoire. Ça, c'est M. Kabila. Alors, que faisons-nous de cet héritage-là? Vous savez, l'héritage de nos héros ne vit pas dans les statues. Il ne vit pas dans les discours officiels. Il ne vit pas dans les cérémonies somptueuses. Il vit dans nos actes. Il vit dans notre courage. Il vit dans notre résistance. C'est comme ça que l'on peut faire vivre l'héritage de ces héros nationaux. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise affronte des tempêtes. C'est l'insécurité, la manipulation, le chômage, la désinformation, le découragement, la tentation même de la violence. Mais l'héritage de Lumumba et de Kabila nous enseigne une vérité essentielle. Le combat pour le Congo doit être conscient, organisé et moralement juste. Car on ne libère pas une nation avec le mensonge. On ne protège pas un peuple avec la peur. On ne construit pas la paix avec les armes. C'est dans ce contexte que je voudrais saluer les efforts du président de la République, Félix Tshisekedi, qui a compris cela et qui ne tarit pas d'initiative pour donner une chance à la paix à l'est de notre pays, en engageant, comme vous le savez, des travaux de façon assez discrète, des travaux de consultation indirecte, en vue de la tenue d'un dialogue national inclusif. Cette démarche du chef de l'État n'est pas sans heurts. Nous avons eu connaissance dans la foulée que voulant cracher un peu plus sur la mémoire des victimes congolaises et sur toute perspective de paix à l'Est, le chef rebelle de l'AFC M23, Corneille Nangaa, s'est fendu d'une correspondance au vitriol datée du 9 janvier dernier et adressée au président angolais et président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, pour ne pas le citer. Lorsqu'on parcourt cette lettre entre les lignes, on a lu des mots bien polis, de la diplomatie bien habillée, derrière lesquels se cache une réalité sanglante, celle d'un mouvement armé responsable des souffrances massives de notre population et cherchant aujourd'hui à se recycler en acteur politique responsable. C'est bien dommage. Cette lettre de Corneille Nangaa au président angolais parle de processus de médiation, de négociation. Elle ne parle pas des civils massacrés, ni des femmes violées ou encore des enfants qu'ils enrôlent de force dans leur mouvement insurrectionnel. Il ne parle pas des villages rasés à l'est de notre pays, des déplacés aux rêves censurés. Le peuple congolais a disparu du récit, comme on pouvait s'y attendre. Et ce silence n'est pas une erreur, c'est une stratégie. Transformer les bourreaux en victimes, effacer les morts et faire porter toute la responsabilité au gouvernement congolais. C'est une inversion dangereuse de l'histoire. La paix, vous le savez, commence par la vérité, par la justice,
par le désarmement, par la reconnaissance des crimes. Or, dans cette lettre, aucun remords, aucune excuse, aucune responsabilité. Parler de cesser le feu avec les armes encore chaudes dans les mains, c'est se manquer du peuple congolais. C'est du moins ce qu'a été ma lecture de cette lettre-là. Plus grave encore, cette correspondance instrumentalise la médiation africaine. Elle utilise le prestige de l'Union africaine et du président João Lourenço pour donner une façade respectable à une rébellion armée. Et cela affaiblit nos États. Cela banalise la violence. Cela légitime la guerre comme chemin vers le pouvoir. C'est bien dommage, encore une fois. Ce qui venait de se passer dans le même temps à Massissi n'est pas un débat politique. C'est une tragédie humaine. La découverte le 2 janvier 2026 des corps des civils tués par des militaires rwandais et leurs compagnons du M23 AFC n'est pas seulement un fait divers macabre de plus. Elle est le révélateur cru d'un système installé, presque banalisé, où la vie humaine n'a plus de valeur marchande que celle qu'un trafiquant des minéraux de la contrebande veut bien lui accorder. À Massissi, dans l'est du pays, des civils ont été abattus de sang-froid, entassés comme du bétail. Un peu comme on se débarrasse d'une marchandise devenue inutile. La fosse commune de Massissi n'est pas seulement un crime rwandais. Elle est le symbole d'un échec collectif. Celui d'un monde qui tolère que des milliers de Congolais soient décimés, tant que cela se passe loin des caméras et des urnes. Chaque corps découvert à Massissi, le 2 janvier 2026, raconte une histoire interrompue, mais aussi une responsabilité partagée. Tant que l'Est de la RDC restera un no man's land juridique, tant que les réseaux criminels prospéreront dans l'impunité, les fosses communes continueront de s'ouvrir. Et avec elles, une question obsédante. Combien de morts faudra-t-il encore pour que l'indignation devienne action? Que vive Patrice Emery Lumumba. Que vive Mzee Laurent Désiré Kabila. Je vous remercie pour votre aimable attention.